J'enregistre des sons de la nature pour gagner ma vie. Pas des ambiances fabriquées à partir de banques de sons libres de droit trouvées sur Internet. Non, je parle de vraies prises. Je transporte mon matériel en pleine nature, j'installe des enregistreurs de terrain et je capture des heures entières de vent dans les arbres, de grenouilles dans un marais ou n'importe quel paysage sonore que quelqu'un voudra écouter à 2 heures du matin pour s'endormir. Il y a quelques semaines, je me suis enfoncé à pied dans une zone forestière du nord-ouest du Pacifique. L'endroit était volontairement éloigné de toute route ou habitation afin d'éviter la moindre pollution sonore. Il n'y avait même pas de sentier visible, seulement des arbres, des lignes de crête et un silence si profond qu'il brouillait la perception du temps. J'avais repéré ce lieu à l'avance. Peu de faune, aucune ligne électrique à proximité, rien qui puisse provoquer des interférences. Exactement ce qu'il me fallait. J'ai installé le matériel juste avant la tombée de la nuit. Un micro directionnel monté sur un trépied en carbone, relié à un enregistreur indépendant protégé dans une mallette étanche, le tout configuré pour tenir toute la nuit avec une sensibilité maximale. Une fois l'enregistrement lancé, je suis reparti avec mon sac pour passer la nuit ailleurs. Le lendemain matin, je suis revenu récupérer l'équipement, j'ai tout rangé, puis je suis rentré au chalet que j'avais loué pour la semaine. Rien d'inhabituel. En important les fichiers sur mon ordinateur, le son était impeccable, d'une propreté presque irréelle. On distinguait un léger souffle de vent entre les pins, quelques craquements lointains du bois, le cri isolé d'une chouette. C'était le jour d'enregistrement qui nécessitait à peine du travail en post-production. Aucun écrêtage, aucune trace d'animaux trop proches, aucune perturbation évidente. Il fallait simplement vérifier qu'aucun bourdonnement discret, comme celui d'un avion lointain, ne vienne gâcher un passage. J'ai donc parcouru l'enregistrement lentement, comme je le fais toujours. Mais arrivé à un moment précis, quelque chose m'a arrêté. Sur le coup, je n'ai rien identifié de clair. J'écoutais à vitesse accélérée et pourtant ce passage dégageait une sensation étrange, comme un accroc invisible. J'ai fait marche arrière et relancé la lecture à vitesse normale. C'est là que je l'ai entendu. L'ambiance entière s'est contractée, comme si l'air lui-même avait été aspiré d'un seul coup. Un souffle brusque, suivi d'un long gémissement grave, semblable à du bois qui se tord sous une pression extrême. Puis plus rien, absolument plus rien. Le vent s'est éteint, les insectes se sont tus en même temps. Aucun froissement dans les sous-bois, aucun bruit lointain. J'ai déjà entendu une forêt se figer lorsqu'un prédateur approche ou qu'un orage se prépare, mais ce n'était pas ça. Là, ce n'était pas du calme, c'était une absence totale. Même dans une nuit parfaitement silencieuse, un micro capte toujours quelque chose, un souffle électronique, une dérive dans les aigus, le bruit interne du matériel. Mais à cet instant précis, il n'y avait strictement rien. Pendant 63 secondes exactement. Comme si le monde avait oublié comment produire du son. Puis, aussi brutalement que le silence était apparu, tout est revenu. Un craquement discret, semblable à un arbre qui se détend, suivi du retour du vent, du chant des insectes nocturnes et du léger grincement de la canopée. J'ai placé un marqueur sur ce passage dans mon logiciel, je l'ai retiré du mix final et je l'ai enregistré à part, avec les fichiers bruts, sous le nom de Anomalie 341. Sur le moment, je me suis convaincu qu'il s'agissait d'un phénomène naturel étrange, peut-être une chute de pression soudaine ou un mouvement géologique profond sous le sol. C'est en tout cas l'explication que je me suis répétée. Pourtant, je n'arrivais pas à chasser cette anomalie de mes pensées. Ce silence n'était pas dû à un problème d'enregistrement. La forme d'onde ne s'était pas écrasée comme lors d'une coupure classique. Elle s'était simplement effondrée dans le vide. Ce n'était pas le micro qui avait cessé de fonctionner, c'était l'environnement lui-même qui ne produisait plus aucun son. Et ce souffle initial, il ne venait clairement pas du matériel. Alors, 2 nuits plus tard, je suis retourné sur place. Même point de départ, même clairière, mais avec une configuration totalement différente. J'ai remplacé le micro directionnel par une parabole associée à une paire stéréo parfaitement calibrée, utilisé un nouvel enregistreur, changé tous les câbles. Aucune chance qu'une interférence ou une défaillance technique puisse fausser les résultats. Si l'anomalie se reproduisait, je voulais éliminer définitivement la piste du matériel défectueux.
J'ai tout installé avant la nuit, puis je suis reparti comme la première fois. Le lendemain matin, de retour au chalet, j'ai ouvert les fichiers. Avant même d'appuyer sur lecture, la forme d'onde m'a sauté aux yeux. À 3h41 exactement, le même effondrement, la même aspiration sonore, les mêmes 63 secondes de silence absolu. Mais cette fois, il y avait quelque chose en plus. Le grincement grave était plus marqué, comme si une masse énorme se trouvait plus près du micro, sous une contrainte intense. Et après cela, un nouveau son apparaissait, presque imperceptible, mais bien réel. Un frottement sourd, semblable à des racines qui se tordent sous une terre sèche, ou à des dents qui grincent lentement. J'ai passé en revue toutes les explications rationnelles possibles. Activité sismique locale, rien d'anormal sur les relevés officiels. Conditions météorologiques, stabilité totale, pas la moindre variation de pression. Et surtout, aucun de ces phénomènes ne pouvait se répéter avec une précision aussi parfaite. J'ai fait écouter l'enregistrement à une ingénieure du son que je connaissais. Selon elle, cela pouvait être une interférence radio, peut-être liée à un avion militaire. Puis elle a plaisanté en disant que mon enregistreur avait peut-être surpris Bigfoot en train de se gratter contre un cèdre. J'ai ri avec elle. Ensuite, j'ai mis le fichier en ligne. Enfin, j'avais l'intention de publier uniquement la version nettoyée, l'ambiance forestière paisible, avec les 63 secondes supprimées et fondues proprement. Mais en préparant le lot, j'ai dû me tromper. Le fichier brut est parti avec le reste. La prise originale, anomalie 341 incluse. J'ai l'habitude de recevoir des messages étranges, des gens qui prétendent entendre des voix dans des cascades ou des murmures cachés dans le bruit blanc. Une fois, quelqu'un m'a assuré qu'un raton laveur récitait des versets bibliques dans une de mes pistes de sommeil. L'audio ambiant stimule facilement l'imagination. Pourtant, cette fois-là, c'était différent. Le message venait d'un certain Nolan. Court, froid, aucun salut, aucun emoji, juste un objet. Votre dernier envoi, j'ai besoin de votre avis. Il expliquait qu'il utilisait mes sons pour dormir. La nuit précédente, vers 3h30, il s'était réveillé en suffoquant, sans cauchemar, simplement avec une sensation écrasante, comme si quelque chose pesait sur sa poitrine. Intrigué, il avait analysé le fichier audio et joint une capture d'écran. L'image qu'il avait envoyée était un spectrogramme, une représentation visuelle des fréquences du passage à 3h41. Et au centre même du silence, il y avait une forme. Elle n'avait rien d'humain à première vue, mais elle était parfaitement symétrique, composée de fréquences très basses, à peine perceptibles, creuses en son milieu, avec de longues traînées verticales qui descendaient du haut vers le bas, évoquant presque des bras ou des jambes anormalement étirées. Je l'ai fixé longtemps avant de refermer l'onglet. Je me suis dit que ce n'était rien de plus qu'une illusion auditive et visuelle, le même phénomène qui pousse certains à voir des visages dans l'écorce des arbres. J'ai tenté de passer à autre chose, mais les messages suivants ont été plus difficiles à ignorer. Quelqu'un, dans l'Oregon, affirmait que le courant avait été coupé chez lui pendant exactement 1 minute à 3h41 et faisait un lien direct avec ma vidéo. J'ai mis ça sur le compte d'une coïncidence. Un autre racontait que son chien s'était mis à aboyer contre l'enceinte avant de refuser d'entrer à nouveau dans la pièce. Puis une femme a écrit que toutes ses plantes d'intérieur étaient mortes au matin. Pas fanées, pas affaiblies, noircies, desséchées, comme si elles avaient été brûlées de l'intérieur. Je n'ai toujours pas paniqué, mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai rouvert le fichier brut dans mon logiciel de montage et j'ai commencé à pousser l'analyse plus loin. Réduction de bruit, isolement spectral, lecture à vitesse réduite puis inversée. J'ai exploré chaque angle possible et peu à peu, j'ai compris qu'il y avait bien plus caché sous cette distorsion que je ne l'avais pensé au départ. Un coup sourd, unique, profond, puis des pas, humides, lents, espacés. Quelque chose avançait sur des aiguilles de pin d'une démarche qui ne semblait pas en avoir besoin. J'ai figé la forme d'onde. Le motif était clair, il y avait du poids, une présence. J'ai chargé l'enregistrement de la première nuit au même instant précis. Le même silence. Je les ai superposés. Le coup était identique, mais lors de la deuxième nuit, les pas commençaient plus tôt et ils étaient plus proches. Je n'ai pas retourné dans cette forêt par courage. J'y suis retourné parce que mon nom était désormais lié à ce fichier. Les commentaires s'accumulaient, les messages aussi, et certains prenaient un ton accusateur.
Un utilisateur avait publié une vidéo affirmant que l'écoute de la piste avait provoqué des crises chez son compagnon. Un autre racontait que sa sœur s'était effondrée pendant la lecture et ne s'était pas réveillée depuis. Entre ceux qui criaient au canular et ceux qui parlaient de malédiction, il y en avait même un qui me traitait de meurtrier. Alors j'ai rassemblé le meilleur équipement que je possédais. Une parabole, un enregistreur sur batterie, un préampli avec écoute en temps réel. J'ai aussi pris mon ordinateur de terrain pour surveiller le son en direct, sans attendre un retour ultérieur. J'ai ajouté une lampe torche, plusieurs batteries de secours et un couteau de chasse que je n'avais jamais vraiment utilisé. Je suis arrivé sur place peu après 2 heures du matin. La clairière était identique, la spirale formée par les pins était toujours là, comme si les arbres avaient poussé selon un motif volontaire. Aucun animal, aucune trace humaine. J'ai installé le trépied, calibré le micro et lancé l'enregistrement. Au début, tout était normal. Le chant des grillons, un souffle léger dans les branches, quelques ululements lointains, un son propre, paisible. Puis j'ai fixé l'horloge. 3h40, 59 secondes, 3h41. Tout a disparu. Le son s'est éteint net, plus rien. La diode de l'enregistreur a vacillé une fois puis est restée fixe. La forme d'onde sur mon écran s'est figée en une ligne plate. J'ai tapoté le micro. Aucun retour, pas même un claquement. Le seul bruit encore présent était ma propre respiration, trop forte, trop proche, comme si elle n'avait pas sa place dans ce vide. J'ai murmuré une insulte sans réfléchir. Les mots ont semblé profaner l'espace, comme un cri dans un lieu sacré. Puis une branche a craqué juste derrière moi, très près. J'ai pivoté brusquement, la lampe torche levée. Et à cet instant précis, le son est revenu, mais pas comme avant. Il a jailli de façon chaotique, désynchronisée, comme une bande abîmée qu'on relance brutalement. Les arbres gémissaient avec retard, le vent trébuchait, et quelque chose se déplaçait. Pas droit vers moi, autour de moi, vite, circulant entre les troncs. J'ai balayé la clairière de gauche à droite avec la lampe, apercevant par instants des formes entre les troncs, des membres trop longs, trop fins, surgissant puis disparaissant dans l'ombre, se déplaçant par à-coups comme si l'image sautait. Puis je l'ai vue, une tête, à l'envers, suspendue très haut dans les arbres, comme si la chose se tenait accrochée par les jambes. De grands yeux noirs, luisants comme des flaques d'huile, des mèches sales collées à un visage gris, froissé. Sa peau avait l'aspect du papier trempé, ridé et il souriait. Une bouche beaucoup trop large. Ensuite, une main a commencé à s'approcher, lentement, et elle ne s'est pas arrêtée. Les membres s'allongeaient de façon impossible, l'épaule restant figée contre l'arbre, le coude se pliant dans un angle qui n'avait aucun sens, les doigts gagnant centimètre après centimètre, malgré la hauteur à laquelle se trouvait la chose. J'étais paralysé. Mon corps refusait d'obéir. Abasourdi par ce que je voyais, je l'ai laissé s'approcher jusqu'à ce que ses doigts frôlent une feuille près de ma clavicule. Ça a suffi. J'ai fui. Les branches m'ont lacéré les bras, les racines accrochaient mes bottes. Toutes les quelques secondes, je manquais de tomber, me rattrapais de justesse et repartais de plus belle. Je l'entendais autour de moi, au-dessus de moi, si rapide que je n'arrivais plus à situer sa position. Elle ne courait pas au sol, elle se déplaçait dans les arbres. Quelque chose de lourd bondissait de branche en branche, comme un gorille fait de bois et de tendons. Chaque impact faisait vibrer l'air. Le bruit ne résonnait pas seulement dans mes oreilles, mais jusque dans mes dents. Je n'ai pas crié, je n'en étais pas capable. Mes poumons brûlaient, ma poitrine était verrouillée. Je courais, c'est tout. Je me concentrais uniquement là-dessus, refusant de me laisser détourner. Mon objectif était clair. La vitesse était ma seule chance. Essayer de la semer ou de manœuvrer m'aurait entraîné vers l'inconnu. Les arbres ont commencé à s'espacer. J'ai aperçu un éclat de lune sur du verre. Ma voiture. J'ai enjambé une souche, dérapé sur le gravier et arraché la portière si violemment que la charnière a craqué. L'avoir laissée ouverte m'a sauvé la vie. Il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde, alors je n'avais jamais pris la peine de verrouiller. Les clés étaient dans la poche de ma veste. Bien sûr qu'elles y étaient. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli les laisser tomber. Puis, l'impact a retenti. La carrosserie a vibré. Une main s'est abattue sur le pare-brise. De longs doigts, une peau d'un blanc osseux, des ongles noirs et négligés ont glissé en crissant, traçant des marques aiguës sur le verre, comme si la chose essayait de l'arracher. Son visage s'est penché vers moi.
Son cou était si long qu'il a dû se tordre plusieurs fois pour regarder à l'intérieur, à l'envers, souriante. Des yeux sombres luisants, comme de l'huile tendue sur de l'os. Les clés ont heurté le contact. Le moteur a toussé, puis a démarré. J'ai enclenché la vitesse et écrasé l'accélérateur. Le gravier a explosé derrière les roues. J'ai frôlé un arbre en quittant la clairière. Dans le rétroviseur, la silhouette a filé hors du champ, ses bras traînant derrière elle comme des cordes de chair détrempée. Je n'ai pas regardé pour voir si elle me suivait. J'ai roulé, trop vite. Les arbres n'étaient plus que des traînées noires et argentées. Le chemin, une simple intuition. Je n'ai repris mon souffle qu'en apercevant le panneau d'entrée de la ville suivante. Une fois rentré chez moi, j'ai verrouillé la porte. Peine, chaîne, puis une chaise coincée sous la poignée. Ensuite, chaque fenêtre, une par une. Je savais que c'était inutile, mais ça me donnait l'illusion d'agir, de garder un semblant de contrôle. Mon ordinateur portable était encore sur la table de la cuisine. En passant, je l'ai ouvert machinalement, lançant le système avant même d'enlever mes bottes. Le plan était simple, retirer la vidéo, la supprimer de l'application, peut-être même publier un avertissement vague, quelque chose qui ne me ferait pas passer pour un fou. Mais les notifications étaient déjà là, des dizaines d'emails, objets en gras. Il y avait quelque chose dans mon couloir cette nuit. Je l'ai vue, elle m'a regardé dormir. Ça frappait jusqu'à 3h42, puis ça a commencé à grimper. Mes mains sont devenues glacées. Un message contenait une pièce jointe, une photo prise au téléphone, floue, tremblée, le bord d'une tête noircie, déformée par le mouvement, bien trop familière pour être ignorée. 16 étages au-dessus du sol. Je suis resté là, à fixer l'écran. Tout ça, c'était ma responsabilité. Pas parce que je l'avais enregistré, ça c'était un hasard, une erreur, mais parce que je l'avais mis en ligne, parce que je l'avais laissé accessible. J'avais ignoré les premiers signaux, douté de moi-même, simplement parce que l'autre option impliquait d'accepter quelque chose d'inexplicable. J'aurais dû le retirer bien plus tôt. Cette fois, je pouvais encore agir. Je ne savais pas si supprimer la vidéo arrangerait quoi que ce soit. Peut-être que les dégâts étaient déjà irréversibles. Peut-être que ce qui avait été libéré s'était déjà propagé. Mais tant qu'elle restait en ligne, d'autres personnes l'entendraient, d'autres la verraient, et d'autres encore lui ouvriraient la porte. Alors, j'ai pris une décision. J'ai supprimé le fichier du gestionnaire de contenu, envoyé des demandes de retrait ou sites miroirs, effacé les versions brutes encore en attente de publication. Partout où je pouvais la trouver, je l'ai éliminée. Quand ce fut terminé, je me suis laissé tomber dans ma chaise. C'était fini. Mon téléphone s'est allumé dans l'obscurité. J'ai hésité, puis je l'ai saisi, les mains tremblantes. De nouveaux messages affluaient. Quoi que vous ayez fait, merci. C'est redevenu silencieux. Les notifications continuaient à arriver, toutes de personnes qui m'avaient déjà écrit auparavant, celles qui parlaient d'être suivies, observées, traquées. Un soulagement immense m'a envahi, l'impression d'avoir au moins réparé une partie des dégâts. Mais ma nuit, elle, ne faisait que commencer. Je n'ai pas dormi, impossible. Je suis resté assis sur le sol du couloir, les jambes engourdies, le dos plaqué contre le mur, toutes les lumières de l'appartement allumées. L'ordinateur reposait ouvert sur mes genoux, la boîte mail toujours saturée de remerciements, de messages de personnes affirmant que les coups avaient cessé, qu'elles étaient enfin en sécurité. Puis, chez moi, quelque chose a changé. D'abord subtilement, comme une variation de pression dans l'air. La température a chuté, le bourdonnement du réfrigérateur s'est interrompu à à-coups et j'ai entendu un léger craquement au plafond juste au-dessus de moi. Ce n'était ni un tuyau, ni le bois qui travaillait. C'était un bruit intentionnel, celui d'un poids qui se déplaçait lentement sur une structure ancienne. Je me suis figé. De longues secondes ont passé sans rien d'autre. Puis un froissement discret contre le mur opposé, comme si quelque chose effleurait la peinture du bout des doigts. Quand le tapotement a commencé, il était si faible que j'ai failli ne pas l'entendre. Tic, tic, tic. Je me suis tourné vers le son et mon estomac s'est noué. Il venait de la fenêtre du salon. Je me suis levé avec précaution, juste assez pour distinguer, à travers le verre dépoli, une vague impression de mouvement, comme si quelqu'un venait de passer. J'ai reculé, le cœur battant à tout rompre. Le tapotement s'est déplacé, venant maintenant de la porte arrière, puis de la trappe du plafond. Chaque surface de l'appartement semblait relayer le bruit, vibrant comme un diapason.
Quelque chose tournait à l'intérieur des murs, gagnant en ampleur à chaque seconde, testant la structure à la recherche du point le plus fragile. Les lumières ont baissé d'intensité, non pas en clignotant, mais dans un souffle lent, comme si l'appartement expirait. Je ne savais pas si elle cherchait à entrer ou si elle était déjà là. La réponse est venue presque aussitôt. Les lampes au-dessus de moi ont de nouveau faibli, dans une pulsation lente et délibérée, comme une respiration. Au fond des murs, le plâtre a bougé avec un choc étouffé, puis un autre, plus proche. Quelque chose de massif se frayait un chemin vers le centre de la pièce. Je suis resté immobile. Puis le mur à ma gauche a légèrement gonflé. À peine. Une bosse superficielle, comme si une main appuyait de l'autre côté. J'ai suivi ce renflement du regard, tandis qu'il glissait le long du mur, descendant vers le sol. Des doigts invisibles ont longé la plainte, lentement, avec insistance, comme pour mémoriser la forme de mon appartement. Un souffle a suivi, un sifflement discret, indistinguible, celui d'une respiration filtrée par la peinture. J'ai reculé jusqu'à heurter le mur opposé. La chose a changé de direction, grimpant vers le plafond. Le plâtre s'est courbé au-dessus de moi, laissant tomber une fine poussière grise. Quoi que ce soit, ce n'était pas contraint par le sol ni par la gravité. Cela se déplaçait comme une araignée à travers l'isolation et les poutres, poussant la structure, testant l'épaisseur des barrières. La grille de ventilation a vibré, puis le métal s'est déformé vers l'extérieur. Des longs doigts s'étaient accrochés aux lamelles et forcés pour les écarter. L'une d'elles a cédé dans un claquement sec, une autre s'est tordue. Une silhouette sombre, en forme de jointure, a commencé à percer. La peau était tendue sur quelque chose de trop anguleux pour être des os. J'ai rampé en arrière, le cœur battant à m'en rompre la poitrine. L'ouverture s'est élargie, sa main est sortie entièrement. Longue, grise, ridée, avec des ongles effilés comme des éclats d'obsidienne. Elle s'est refermée lentement, tâtonnant l'air, comme quelqu'un qui teste la température avant d'entrer dans l'eau. Puis elle s'est tournée vers moi. Les articulations ont craqué doucement, elle avançait, et soudain, elle s'est figée, immobile, à l'écoute, de la même manière qu'elle avait écouté le silence dans la forêt. J'ai plaqué mes deux mains sur ma bouche, tremblant si fort que mes dents s'entrechoquaient. Et alors, un son a retenti. Pas de moi, pas d'elle, un bref tintement métallique. Mon téléphone, posé près de la porte, venait de recevoir une notification. Le bruit a déchiré le silence comme une alarme. Instantanément, tout a changé. Un mouvement fulgurant, impossible à suivre. La main a jailli et a frappé le téléphone avec une précision chirurgicale. L'écran s'est brisé dans un craquement sec. L'appareil a glissé sur le sol, vibrant une dernière fois avant de s'éteindre. Je n'ai pas bougé. Puis un autre son, un nouveau message. Cette fois sur l'ordinateur portable. La chose a réagi, je l'ai senti dans les murs. La main est réapparue à quelques centimètres du clavier, les doigts frémissants, suspendus. Mais elle n'a pas frappé. Elle observait, curieuse. La paume s'est posée au sol. Lentement, le bras a balayé la pièce en larges arcs, parfois loin, parfois dangereusement proche de mes pieds. Puis il m'a touché. À cet instant, tout est devenu frénétique. Elle m'a palpé, cartographié, compris ma position, mon orientation, ma présence. Ensuite, elle a serré mon poignet. Pas violemment, juste assez pour m'obliger à la suivre, comme un mécanisme inévitable. Elle m'a conduit jusqu'à l'ordinateur. Et c'est là que j'ai compris. Elle n'était pas venue quand j'avais enregistré le son, ni quand les gens l'avaient écouté, ni même quand ils avaient commencé à avoir peur. Elle est venue quand j'ai essayé d'arrêter la diffusion, quand j'ai brisé la chaîne. Mes doigts tremblaient au-dessus du clavier, l'ordinateur brillait dans l'obscurité. La vidéo supprimée était encore là, dans la corbeille. J'ai compris le message sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Publie ou meurs. J'ai restauré la vidéo. Le pourcentage de mise en ligne avançait lentement. Derrière moi, les murs craquaient, impatients. L'air devenait lourd, compressé. À 100%, tout s'est arrêté. Plus de pression, plus de mouvement. Les lumières ont repris leur éclat normal. Elle était partie. Le son est revenu. Le vrai son, vivant.
J'ai éclaté en sanglots sans m'en rendre compte. Depuis, la vie continue. Les gens ont oublié, ils dorment à nouveau. Mais moi, chaque matin, j'ouvre mon ordinateur et je regarde le compteur de vues. Pas par prièreté, par terreur. Chaque chiffre est une personne. Chaque écoute, un prix. Je continue d'enregistrer, parfois, jamais la nuit, jamais trop loin. Et je n'uploade plus rien sans tout vérifier, seconde par seconde. Et quand l'horloge approche de 3h41, je suis déjà au lit, lumières allumées, bouchons dans les oreilles, yeux fermés. Parce que maintenant, je le sais. Ce n'est pas le silence qui est dangereux. C'est ce qui écoute juste après.